Pourquoi certaines œuvres, qui valent aujourd'hui des dizaines de millions, ont-elles été considérées comme absurdes, voire ridicules, au moment de leur création? Et surtout, qu'est-ce qui nous garantit que nous ne sommes pas, aujourd'hui, encore en train de passer à côté de ce qui comptera demain? Le 29 mai 1913, à Paris, quelque chose se brise dans une salle de spectacle. Le Sacre du printemps de Stravinsky débute. Très vite, le public s'agite. Les témoignages parlent de cris, d'insultes, de rires nerveux. Certains quittent la salle. D'autres en viennent presque aux mains. Ce n'est pas un simple désaccord esthétique. C'est une réaction physique, presque violente. Et pourtant, un siècle plus tard, cette œuvre est considérée comme l'un des piliers de la musique moderne. Alors que s'est-il passé? Est-ce que le public de 1913 manquait de culture, ou est-ce qu'il se passe quelque chose de plus profond lorsqu'une rupture artistique apparaît? Et pour comprendre, il faut revenir à un mécanisme fondamental. Le cerveau humain ne regarde jamais une œuvre de manière neutre. Il compare, il classe, il reconnaît. C'est ce que montrent les travaux du neuroscientifique Semir Zeki, pionnier de la neuroesthétique dans les années 1990. Notre perception repose sur des modèles internes. Lorsque ces modèles sont respectés, tout semble évident, mais lorsqu'ils sont brisés, une tension apparaît, une forme d'inconfort. Ce que le psychologue Leon Festinger appelait dès 1957 la dissonance cognitive. Et c'est exactement là que naît l'incompréhension. Prenons un exemple très concret. En 1874, Claude Monet expose Impression, Soleil levant. Aujourd'hui, ce tableau est un symbole. À l'époque, il est moqué. Le critique Louis Leroy écrit un article ironique dans le Charivari. Il se moque du titre, parle d'une simple impression, comme si l'œuvre était inachevée. Ce qui est fascinant, c'est que cette critique va donner son nom à l'impressionnisme. Mais ce que Leroy ne comprend pas, ce n'est pas seulement la technique, c'est le changement de logique. Jusqu'ici, la peinture devait représenter fidèlement le réel. Monet, lui, peint une sensation, une lumière, un moment fugace. Il ne répond plus aux attentes du spectateur, et c'est précisément pour cela qu'il est rejeté. Mais alors pourquoi ce rejet dure-t-il parfois des décennies? Parce qu'une rupture artistique ne peut pas être comprise seule. Elle a besoin d'un contexte pour exister, et ce contexte ne se construit pas immédiatement. Il se fabrique lentement. Regarde le cas de Vincent van Gogh. Il meurt en 1890 à 37 ans. Durant sa vie, il vend une seule œuvre, La Vigne rouge, pour environ 400 francs. Aujourd'hui, ces tableaux dépassent régulièrement les 50 millions de dollars. Comment expliquer un tel écart? Ce n'est pas simplement une erreur de jugement, c'est un décalage structurel entre création et reconnaissance. Le marché de l'art, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'est pas un bon détecteur d'innovation immédiate. Selon le rapport Art Basel UBS 2023, le marché mondial de l'art atteint environ 65 milliards de dollars. Mais cette valeur repose majoritairement sur des artistes déjà validés par l'histoire. Les ruptures, elles, sont des prises de risques. Et le marché, par nature, déteste l'incertitude. Mais le marché n'est qu'une partie de l'équation. Il faut aussi regarder du côté des structures sociales. Pierre Bourdieu, dans Les règles de l'art, publié en 1992, montre que la réception d'une œuvre dépend fortement du capital culturel du spectateur. Autrement dit, comprendre une rupture demande des outils, une familiarité avec les codes, une capacité à accepter des formes nouvelles. Dans les années 1960, une étude du Museum of Modern Art de New York montre que seulement 30% des visiteurs déclarent comprendre l'art abstrait. Ce chiffre monte à plus de 70% pour l'art figuratif. Ce n'est pas une question de qualité, c'est une question de lisibilité. Et c'est là que tout devient intéressant. Une rupture artistique n'est pas seulement une innovation, c'est une nouvelle langue. Et comme toute langue, elle demande un apprentissage. Quand Picasso peint Les Demoiselles d'Avignon en 1907, il ne cherche pas à provoquer gratuitement. Il déconstruit la perspective héritée de la Renaissance, codifiée dès le XVe siècle par Léon Battista Alberti. Il introduit plusieurs points de vue simultanés. Mais pour un spectateur de l'époque, cette image est incompréhensible. Elle ne correspond à aucun système connu, donc elle est rejetée. Mais alors, qu'est-ce qui change avec le temps? Pourquoi ce qui était illisible devient-il évident? La réponse tient en un mot, le récit. Ernst Gombrich, dans The Story of Art, publié en 1950, insiste sur ce point. Une œuvre devient compréhensible lorsqu'elle est intégrée dans une histoire, lorsqu'elle est reliée à ce qui la précède et à ce qui la suit. Ce qui était une anomalie devient une étape. L'art abstrait en est un parfait exemple. Kandinsky commence à produire des œuvres non figuratives autour de 1910. À l'époque, c'est une rupture radicale. Supprimer toute référence au réel semble absurde.
Pourtant, en quelques décennies, cette approche devient centrale dans l'histoire de l'art du XXe siècle. Mais attention, toutes les incompréhensions ne sont pas neutres. Certaines ruptures dérangent parce qu'elles touchent à des structures de pouvoir. L'historienne de l'art Linda Nochlin, en 1971, pose une question célèbre dans son article Why have there been no great women artists? Elle montre que l'exclusion de certaines artistes n'est pas liée à un manque de talent, mais à des conditions sociales et institutionnelles. Dans ce cas, l'incompréhension n'est pas une incapacité, c'est une résistance. Et cette idée change tout, parce qu'elle pose une question plus inconfortable. Est-ce que nous rejetons certaines œuvres parce que nous ne les comprenons pas ou parce que nous ne voulons pas les comprendre? Ajoute à cela un dernier élément, le rythme de notre époque. Aujourd'hui, une image est vue en quelques secondes. Certaines études en marketing digital estiment que l'attention moyenne sur un contenu visuel peut tomber sous les 8 secondes. Or, une œuvre complexe demande du temps, de l'attention, un effort. Ce décalage est fondamental. Une rupture artistique demande un ralentissement du regard, mais notre environnement pousse à l'accélération. Résultat, l'incompréhension devient presque inévitable. Alors on en revient à la question de départ. Pourquoi les ruptures artistiques sont-elles mal comprises? Parce qu'elles arrivent trop tôt pour les repères du spectateur. Parce qu'elles nécessitent un contexte qui n'existe pas encore. Parce qu'elles demandent des outils que tout le monde ne possède pas. Parce qu'elles dérangent parfois des structures plus profondes que l'esthétique. Et parce qu'elles exigent un effort que notre époque rend de plus en plus difficile. Mais il y a une dernière chose. Chaque époque pense comprendre son art. Et chaque époque se trompe en partie. Ce que nous trouvons évident aujourd'hui a été incompris hier. Et ce que nous rejetons aujourd'hui sera peut-être évident demain. Alors, la vraie question n'est peut-être pas de savoir pourquoi les ruptures sont mal comprises. La vraie question, c'est celle-ci. Parmi tout ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de devenir l'histoire de demain?